Donc je suis André Cicolella en français. Donc j'ai été conseiller scientifique de l'INERIS jusqu'à l'an passé, jusqu'à ce que l'âge me rattrape. Et je suis toujours enseignant à Sciences Po. Je donne un cours de santé environnementale à l'École des Affaires internationales à Sciences Po Paris. Et je suis président du réseau Environnement Santé, que j'ai contribué à créer. Donc je suis le président depuis le début, depuis 2009, avec un objectif, mettre la santé environnementale au cœur des politiques publiques, parce que on peut considérer, ça, les choses ont un peu changé, mais que cette question était trop marginale et elle devrait être beaucoup plus centrale dans une politique de santé. Alors quand on a créé le RES en 2009, on a lancé une alerte sur cette question des perturbateurs endocriniens en faisant un focus sur une molécule particulière qui est le bisphénol A. Bon, maintenant je pense que le bisphénol A, ça dit quelque chose à tout le monde, à l'époque c'était beaucoup moins le cas, perturbateurs endocriniens aussi, parce qu'on a avec ces substances chimiques un élément de compréhension de la croissance des maladies chroniques. Des grandes maladies chroniques qui font notre contexte aujourd'hui, les cancers hormonodépendants, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du testicule. On a le lien avec les maladies métaboliques, obésité, diabète, et donc maladies cardiovasculaires qui découlent de ces maladies. Les troubles de la reproduction, l'abaissement de l'âge de la puberté chez les filles, les troubles du comportement, l'hyperactivité, l'autisme. Donc vous voyez tout un ensemble de maladies qui sont en expansion aujourd'hui. Alors ça n'est pas la seule cause, mais c'est une cause déterminante qui a potentialisé d'autres causes plus classiques, plus anciennes. Et donc c'est la situation sanitaire que l'on a, donc on peut faire face. Donc c'est aussi, il faut avoir ce regard positif sur cette analyse, c'est qu'on a compris un certain nombre de choses et qu'on peut faire face, on doit agir, parce qu'il y a une urgence. Ce que l'on sait, la caractéristique de ces substances, c'est qu'ils agissent principalement dans les périodes sensibles. Et la période la plus sensible, c'est la période de la grossesse, la période du développement. Et l'impact qui va être mis sur le fœtus à ce moment-là va avoir des conséquences sur la santé de l'enfant, mais surtout la santé du futur adulte. Et dans le cas du cancer du sein, de la future adulte, chez la femme. Et on a des démonstrations aujourd'hui à la fois l'expérimentation chez la souris ou chez le rat, mais aujourd'hui même des grandes enquêtes épidémiologiques qui ont été menées, je pense notamment à l'étude menée par l'école de santé publique de Berkeley, sur le DDT, ce pesticide qui a été utilisé sans aucune précaution dans les années 50-60, eh bien on sait une cinquantaine d'années après que les femmes qui ont été exposées au stade fœtal ont 4 fois plus de cancer du sein en fonction de la concentration du DDT de leur mère. Vous voyez, c'est un bouleversement des connaissances. On n'imaginait pas un tel lien autrefois. Il faut attendre, il aura fallu plus de 52 ans pour attendre effectivement la confirmation chez l'humain de ce que l'on avait observé chez la souris et chez le rat. Et le bisphénol A est tout à fait une substance qui exactement agit de la même façon. On a les données sur la souris et chez le rat, et on n'a pas encore de confirmation chez l'humain. Mais vraisemblablement, compte tenu de ce que l'on sait, c'est tout à fait transposable. Il s'agit de protéger notre génération, enfin des générations présentes, mais de protéger aussi les générations futures. C'est l'héritage toxique que l'on transmet aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si on ne le savait pas. On sait qu'on transmet un héritage aujourd'hui, et c'est notre responsabilité. Alors, ça peut sembler très lointain de dire oui, mais enfin parce qu'on est en train de parler des cancers du sein et de la prostate des années 2070-2080, donc ça peut sembler très lointain, mais si nos prédécesseurs avaient eu cette réflexion, avaient eu la connaissance aussi, pour ne pas prendre les décisions erronées qu'ils ont prises en 1950, nous serions aujourd'hui préservés de cette maladie. Moi, ce que je défends comme idée, c'est qu'on peut vieillir sans faire un cancer du sein ou sans faire un cancer de la prostate. C'est quand même un objectif qui mérite qu'on se mobilise pour y arriver. Alors, le citoyen, il a un pouvoir, alors au niveau individuel, il peut faire un certain nombre de choses.
mais il ne peut pas tout faire non plus. Hein. Mais déjà, au niveau individuel, bon, c'est déjà par exemple des substances qui ont été bien identifiées comme les parabènes. Si vous avez un choix de consommation à faire, en attendant des réglementations qui devraient quand même aussi arriver, on sait suffisamment de choses. On a parlé ces derniers temps des antitranspirants à base de sel d'aluminium. Voilà. Bien, faire un choix effectivement de produits de consommation, de cosmétiques notamment, écartant ces substances. Voilà, ça c'est un choix que l'on peut faire. L'alimentation bio vous protège d'une contamination par un certain nombre de pesticides. Alors ça c'est des choix personnels que l'on peut faire qui sont assez simples à comprendre. Mais on peut agir de façon collective. Et notamment, on travaille avec la municipalité de Paris sur les critères d'éco-conditionnalité, qui sont déjà mis en œuvre d'ailleurs à Paris. Eh bien, les fournisseurs de la mairie de Paris s'engagent, lorsqu'ils fournissent par exemple des produits d'entretien, à ne pas utiliser des substances du type cancérogène, mutagène, reprotoxique, et on va ajouter la dimension perturbateur endocrinien. Donc ce qui est possible à Paris doit être possible à Narbonne. Enfin, je me permets de faire cette suggestion. Oui, alors ce livre, donc Cancer du sein, en finir avec l'épidémie, donc l'objectif c'est de montrer que l'on sait suffisamment de choses aujourd'hui et qu'on peut faire régresser de façon considérable. Alors j'ai développé notamment les comparaisons internationales. Entre la France et le Bhoutan, qui est le pays où le taux est le plus faible, on a un rapport de 1 à 18. On a 18 fois plus de cancer du sein aujourd'hui, à population égale. Hein. Donc, en écartant donc, les différences démographiques. Donc la réalité en fait est beaucoup plus importante. Mais en se tenant à cette grille de lecture, déjà 1 à 18. Donc vous voyez, 95% des cancers peuvent être éliminés si on arrive à comprendre pourquoi il y a cette différence. Mais si on compare avec le Japon, qui est peut-être plus proche du point de vue développement, 40% en moins au Japon. Donc ça vaut quand même la peine de comprendre et d'agir. Donc ça c'est l'objectif effectivement de ce livre, mais c'est aussi le début d'une nouvelle collection, santé et environnement. Donc le prochain livre sera sur cancer de la prostate, voilà, les hommes seront aussi concernés plus directement cette fois-ci, avec cancer de la prostate et reproduction masculine, puisque les choses sont liées. Vous voyez, on a à peu près les pays les plus touchés par le cancer de la prostate, ce sont effectivement les pays d'Europe. Le premier pays c'est la Norvège, le dernier pays c'est toujours le Bhoutan. Pour le cancer du testicule, premier pays la Norvège, dernier pays le Bhoutan. Donc, difficile de penser que c'est une simple coïncidence. Il y a donc une réalité qu'il faut comprendre et qui permettra d'éclairer le problème pour agir. Et donc on a un vrai enjeu autour de cette question de la reproduction, puisque la baisse de la qualité du sperme constatée, y compris en France, on a une très grande étude en France, pose la question quasiment de la survie de l'espèce humaine à l'échéance de 2050. C'est pas une question marginale. Et on le voit dès aujourd'hui, de plus en plus de couples ont du mal à avoir des enfants. On est aujourd'hui un couple sur 5, et avec une vitesse extrêmement rapide de l'évolution de ce phénomène. Donc on a recours à la PMA, et donc avec des difficultés effectivement pour avoir des résultats, et ça recoupe ce que j'ai dit aussi par rapport au bisphénol. Voilà, le bisphénol c'est une substance qui diminue l'efficacité de la fécondation in vitro. Donc on a aussi un intérêt à éliminer ce type de substance de notre environnement, parce que c'est aussi l'efficacité du système de soins. On a des données aussi qui montrent que ça diminue l'efficacité du traitement du cancer du sein, l'efficacité du traitement du cancer de la prostate. Donc il faut agir, attaquer le problème par tous les angles pour à la fois avoir des thérapeutiques qui soient plus efficaces, mais aussi préserver la santé des générations futures. À bientôt.